Souleymane Niang. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne, Pape Omar Diaw. C'était la semaine dernière, mais nous l'apprenons seulement aujourd'hui, dans l'affaire du lynchage d'un voleur présumé attrapé près du domicile du lutteur Eumeu Sène à Mbao. Les deux proches du sportif qui avaient été interpellés par la gendarmerie ont été placés sous mandat de dépôt. Les deux hommes sont cités comme les auteurs des traitements qui auraient causé la mort de la victime dans les locaux de la gendarmerie. On apprend également que la famille du défunt s'est constituée partie civile dans cette affaire. El Hadj Ndiogou Diène, que nous allons retrouver dans un instant. El Hadj Ndiogou Diène sur cette affaire. La famille du jeune Ibrahima Touré reste déterminée à mener le combat jusqu'au bout pour que toute la lumière soit faite sur la mort de son fils, convaincu que des hommes d'ombre subsistent toujours dans ce dossier malgré le placement sous mandat de dépôt de deux proches du lutteur Eumeu Sène inculpés pour meurtre. Selon nos informations, la famille ne comprend toujours pas que le chef de file de l'écurie Taïchinger ne soit nullement mis en cause dans cette affaire alors qu'il était bien présent au moment des faits. La sévère bastonnade qui a causé la mort d'Ibrahima Touré, accusé de tentative de vol de véhicule au domicile de Eumeu Sène à Petit Mbao. Les parents de la victime ont commis un avocat, en l'occurrence Maître Assane Dioma Ndiaye, pour se constituer partie civile. Ils se sentent frustrés et espèrent que justice sera faite en toute impartialité. Le jeune Ibrahima Touré est décédé dans les locaux de la brigade de gendarmerie de la zone franche industrielle à Mbao, où il avait été évacué à la suite d'une bastonnade au domicile du lutteur Eumeu Sène. L'autopsie a révélé des contusions multiples et des plaies traumatiques à la suite de coups et blessures reçus. Il est 12h04. On l'a vu dans le dossier du déguerpissement des cantines du marché Sandaga et plus récemment dans celui des terres de Ndengler et de Djilar impliquant la société Sedima. Le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye et son homologue en charge de l'urbanisme montent ensemble au front sur des dossiers chauds du moment. Je vous le disais donc, le ministre de l'Intérieur à la rescousse de son collègue de l'urbanisme dans ces deux affaires. Mais ce n'est pas la première fois que Ali Ngouille Ndiaye prend en main des dossiers gérés par Abdou Karim Fofana. Alors, faut-il y voir un dessaisissement du ministre de l'Urbanisme? Élément de réponse dans ce dossier concocté par Georges Déthié Diop. Sandaga, Ndengler, 2 fois de suite que le ministre de l'Intérieur prend en main des dossiers gérés par le ministre de l'Urbanisme. Pas de quoi fouetter un chat, selon le journaliste Hassan Sam. Il n'y a pas de dessaisissement. Non, il n'y a pas de dessaisissement, absolument pas. Les gens essaient de voir comment faire pour que l'autre ministre intervienne, vienne à la rescousse, apporte son grain de sel parce qu'il est dépositaire de telle possibilité. Mais il n'y a pas du tout de dessaisissement. Dans les deux cas, il y a menace de trouble à l'ordre public. Normal donc, de l'avis de Maurice Soudiak-Dione, enseignant-chercheur en sciences politiques, que le ministre de l'Intérieur intervienne. Et les prérogatives du ministre de l'Urbanisme, du Logement, de l'Hygiène publique, à certains égards, se chevauchent avec celle du ministre de l'Intérieur, parce que dans toutes ces situations-là, il y a éminemment un problème de sécurité publique. Et dès lors que l'on parle de sécurité publique, il est normal que le ministère de l'Intérieur soit au premier plan. Et donc, le fait qu'il y ait cette conjonction entre les deux ministres est une bonne chose parce que ça permet d'aboutir à une certaine efficacité dans la mise en œuvre des décisions puisque le ministère de l'Intérieur a les moyens par la force publique de faire appliquer les décisions que le ministre de l'Urbanisme peut prendre et dans les domaines qui sont les siens. Avis partagé par Hassan Sam. Il évoque lui aussi la sécurité publique. Le ministère de l'Intérieur est à chaque fois obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que ce sont des affaires qui impliquent des aspects très importants de menaces, de troubles à l'ordre public. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une intervention du ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur est un ministère clé, dépositaire de la force publique de coercition. Et donc, comme la force publique est souvent nécessaire, souvent dans des cas comme ça, dans des cas où effectivement il y a menace de troubles. À partir de ce moment-là, le ministère intervient souvent, soit pour prévenir des conflits, soit pour les régler. Dans les deux dossiers, nos interlocuteurs convoquent la complémentarité entre ministères. Mais un problème se pose, la coordination de l'action gouvernementale qui était dévolue au Premier ministre pour éviter certaines interprétations. RFM, la radio autrement.
Ce 15 juillet, le Sénégal rouvre ses frontières aériennes. Plusieurs vols sont attendus ou doivent partir des aéroports internationaux du Sénégal. Nous nous rendons justement à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass où nous retrouvons notre correspondant à Mbour. Abdourahmane Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Où en est-on de cette réouverture des frontières aériennes du Sénégal ? Il faut dire qu'il y a 2 vols qui ont déjà quitté l'aéroport international Blaise Diagne en destination de France. Il y a aussi un vol qui vient juste d'arriver, Air Iberia, il vient de Madrid. Donc il faut dire que les activités ont repris ici à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce qu'il faut souligner aussi, on est là avec la directrice de la santé en train de visiter les dispositifs sanitaires qui sont mis sur pied. Et par rapport à cela aussi, la directrice de la santé a évoqué pour qu'un passager puisse venir au Sénégal, il faut forcément avoir un document. Et ce document attestant que la personne est négative et que le document doit dater au maximum 7 jours. Donc c'est une exigence et que s'il faut quitter aussi le Sénégal pour aller à d'autres destinations, s'il y a des pays qui demandent cette réciprocité, le Sénégal sera obligé de faire la même chose. Ils sont en collaboration avec des centres ou des districts qui vont prélever ces analyses. Donc il faut dire que les activités ont repris et actuellement au moment où je vous parle, on est en train de visiter les installations sanitaires Souleymane. Justement, merci beaucoup à vous Abdourahmane. Justement, l'ouverture des frontières est effective aujourd'hui, mais les activités à l'aéroport suivent un protocole sanitaire pour barrer la propagation du coronavirus qui proviendrait des cas importés. Les passagers à destination du Sénégal doivent respecter les exigences du ministère du Tourisme et des Transports aériens qui leur demande, entre autres, un certificat de test négatif à la Covid. À Wambaye. Débarquer au Sénégal obéit à des conditions auxquelles les passagers doivent se conformer obligatoirement. Parmi ces règles, la plus essentielle reste la présentation d'un certificat de test Covid-19 négatif. Ce document original qui doit être présenté au personnel du service sanitaire de l'aéroport doit dater de moins de 7 jours à compter de la date du test et cela pour être sûr de l'état sérologique du passager. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens tient à ce que ce certificat soit délivré par un laboratoire reconnu par le pays de provenance du passager qui doit fouler le sol sénégalais. Si le voyageur vient d'un état où ce test n'est pas disponible ou pour toute autre raison, il doit obligatoirement remplir un formulaire dans lequel il déclare sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes de la COVID-19 et n'est pas un sujet contact d'un malade COVID+. Et même avec cette déclaration, les autorités sanitaires de l'aéroport peuvent quand même juger nécessaire de faire des prélèvements ou un test sur place parce qu'elles estiment que le passager présente des risques liés à la manifestation de symptômes suspects ou à l'ampleur de la maladie au niveau du pays de départ ou de transit, entre autres. Selon le ministère du Tourisme et des Transports aériens, tout passager qui présente des symptômes évidents ou testé positif à la COVID-19 est immédiatement pris en charge par les services sanitaires de l'aéroport international Blaise Diagne qui a déjà mis en place un dispositif de contrôle des voyageurs qui doivent tous respecter les mesures d'hygiène et de sécurité. Ce qui nous amène à parler du bilan du jour de l'épidémie de Covid-19. On note 2 cas importés, on note surtout 3 nouveaux cas de décès. Les autres chiffres du jour avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 804 tests réalisés, 126 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 34 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ziguinchor 6, Popenguine 3, Cambérène 2, Tivaouane au quartier Keur Malé 2, Mbao 2, Parcelles Assainies
2, Pikine 2, Pout 2, Derklé 2, Dieuppeul 1, Guédiawaye 1, Khombol 1, Liberté 3 1, Liberté 6 1, Mariste 1, Ouest Foire 1, Passy 1, Rufisque 1 et Saint-Louis 1. 25 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 14 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8369 cas ont été déclarés positifs, dont 5605 guéris, 153 décédés et donc 2610 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles des disparus, souhaite un prompt rétablissement aux autres malades encore restés dans nos services. Et le ministère de la Santé recommande également aux populations le respect des mesures de prévention individuelle et collective. Le député maire de Richard Toll, testé positif au coronavirus, Amadou Mame Diop, a fait l'annonce sur sa page Facebook. Il dit être pris en charge dans un centre de traitement des patients du coronavirus. Retour ici à Dakar, au marché HLM, où les activités ont effectivement repris, mais s'agissant des mesures barrières contre le Covid-19, les clients et les commerçants sont loin de respecter totalement ces mesures barrières. Voici le reportage de Salimata Aou. Le marché HLM renoue avec son ambiance d'antan. Dans cette ruelle, on y fait tout ce qui est faux. Toutes les activités étaient au ralenti à cause de la pandémie. Pour Issa, ils n'ont pas le choix. Ce métier est leur gagne-pain. Tu sais, on voulait se conformer aux directives du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi on avait arrêté les activités ici au marché HLM. Mais avec l'ouverture des frontières, on a repris. Mais on respecte les gestes barrières. Beaucoup d'entre eux doutent de l'existence du coronavirus et négligent parfois les gestes barrières. Abdou essaie de les sensibiliser. J'utilise le gel hydroalcoolique à chaque fois, mais il y a certains qui ne le font pas parce qu'ils disent que le coronavirus n'existe pas. Et j'essaie de les sensibiliser car j'ai des clients qui ont perdu des proches à cause de la maladie. L'allègement des mesures restrictives, une explication à cette situation. Beaucoup d'entre eux qui étaient bloqués dans les villages sont revenus. C'est la recherche de clients pour essayer de combler le trou provoqué par la pandémie du coronavirus. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le reste de l'actualité des étudiants assistants infirmiers et sages-femmes admissibles à la certification 2019 exige la tenue des examens pratiques avant le 30 juillet, ainsi pour terminer leur formation. En conférence de presse ce matin à l'ENDSS, ils ont dénoncé les lenteurs notées dans la programmation après la sortie des résultats théoriques en mars dernier. Amadou Sabarba. 7 mois, bientôt 8, ces assistants infirmiers et sages-femmes d'État peinent à faire leur examen pratique. Ils ne décolèrent pas et exigent la tenue de ces examens avant la fin du mois de juillet. Mamadou Selou Diallo, membre du collectif Promotion 2019. Ces lenteurs-là nous ont entraînés sur des conséquences que nous regrettons aujourd'hui. Parce qu'il a fallu attendre encore 7 mois pour que la deuxième partie de ce même examen, c'est-à-dire les épreuves pratiques, jusqu'ici, tarde à être programmée. Nous interpellons directement le président Macky Sall à travers son ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Donc nous nous exigeons de nous organiser dans les plus brefs délais ces examens de pratique avant la fin du mois de juillet 2020. Ainsi que la deuxième session qui devrait se tenir il y a longtemps et qui tarde également soit tenue avant mi-août. Si toutefois la tenue immédiate des examens pratiques n'est pas envisageable,
table, ces étudiants proposent une autre alternative pour terminer leur formation. Durant notre formation, on avait fait des stages hospitaliers et des stages ruraux. Donc ces stages-là, on a demandé à ce que si les épreuves de pratique ne pourront pas se tenir, qu'ils prennent ces notes et ils essaient de voir comment nous déclarer parce qu'on a fait la première partie de l'examen et encore il reste une deuxième session. Et ces derniers aussi, qu'on souhaite qu'ils prennent leur note de stage hospitalier en tant que ruraux aussi et qu'ils nous déclarent admis d'office. Pour la suite du combat, ces étudiants affirment que tout dépend de la réaction du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais ils n'hésiteront pas à passer à la vitesse supérieure. 12h17, parlons maintenant de la préparation et du déroulement actuel de la campagne agricole 2020-2021. Le cadre national de coopération et de concertation des ruraux, le CNCR, n'a pas du tout apprécié la dernière sortie du ministre de l'Agriculture dans Infosoir de la TFM, Moussa Baldé, qui a déclaré que le porte-parole du CNCR s'exprimait à titre personnel dans une sortie médiatique où il dénonçait la mauvaise qualité des semences. Le CNCR se solidarise avec Sidiba et s'approprie ses propos. Koumba Sandiane Faye. Interpellé sur la position du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR, pour qui les semences sont de mauvaise qualité. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, répond. Il était l'invité de Soir d'Info sur la TFM ce 13 juillet. C'est pas parce que quelqu'un a dit, voilà, c'est des semences de mauvaise qualité que c'est de mauvaise qualité. Moi, j'ai entendu le porte-parole du CNCR. Je ne pense pas que c'est le CNCR. Il porte la parole de l'institution. Oui, mais moi j'ai discuté avec des gens du CNCR. Je pense qu'il a parlé à titre personnel, je pense. Mais en tout cas, nous, le processus... Et pour lever tout équivoque sur la valeur des propos de son porte-parole, des propos remis en question par l'autorité, le CNCR réitère sa confiance à son porte-parole Sidiba, Elhadji Thierno Cissé et le coordonnateur. Les administrateurs ont voulu réaffirmer que les déclarations de notre porte-parole, notamment M. Sidiba, relevaient tant dans la forme que dans le fond les opinions et les positions de notre organisation, notamment le CNCR. Nous réaffirmons notre confiance à M. Ba et surtout également nous confirmons que en tout cas l'essentiel de ce dire relève des opinions du CNCR et de ses membres. Ainsi, le CNCR affirme avoir mis en place des outils à travers les technologies de l'information, un dispositif lui permettant d'apprécier ce qui se passe dans le secteur agricole. Restons avec le monde rural pour aller à Mont-Roland dans le département de Tivaouane où à chaque hivernage, il y a des conflits entre cultivateurs et éleveurs. Les autorités locales ont donc pris la décision de les accompagner. Cette année, des variétés de semences fourragères et des semences gombo sont distribuées sous la supervision des organisations paysannes. Les cultivateurs et les éleveurs vont cultiver la terre, être indépendants pour éviter les conflits devenus une véritable problématique dans la zone. Reportage Cheikh Anta Diop. Mont-Roland, la situation épidémiologique a négativement impacté l'agriculture et l'élevage. En cette période d'hivernage, éleveurs et cultivateurs ne savent plus où donner de la tête. Raison pour laquelle la commune et des partenaires ont mis en place un programme pour les accompagner. Parce que souvent il y a des oppositions entre cultivateurs et éleveurs. Vu ces conflits-là, la commune a jugé nécessaire d'accompagner les éleveurs. Yves Lamine Ciss, le maire de Mont-Roland. Parce qu'on a constaté aussi que cette année, avec les difficultés causées par la pandémie, les gens ont des problèmes économiques. C'est pourquoi on a décidé donc d'accompagner les femmes en achetant pour elles 200 pots de semences de gombo, d'accompagner donc les éleveurs de Mont-Roland. Parce qu'on a constaté que chaque année, il y a un problème de fourrage. Donc c'est pourquoi on a décidé d'introduire la semence de niébé fourragée à Mont-Roland, accompagner la soudure des animaux. Parce que chaque année, du mois d'avril-mai à l'hivernage, il y a toujours des difficultés au niveau de l'alimentation du bétail. Ces semences sont arrivées à un moment où les cultivateurs en ont vraiment besoin, selon Christiane Bang, la présidente des groupements de femmes de Mont-Roland. Je vous assure que toutes les femmes de Mont-Roland sont mobilisées pour pratiquer l'agriculture. Et cela nous réconforte. Dans la commune de Mont-Roland, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques. Une zone a été aménagée au profit des cultivateurs et éleveurs. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
Et puis, pour refermer cette page nationale, évoquons le souvenir de M. Ousmane Tanor Dieng à l'occasion du premier anniversaire du décès de l'ancien secrétaire général du Parti socialiste. Cet anniversaire a été commémoré par ses frères de parti. Une séance de prière et de récital de Coran a été organisée ce matin à la mosquée omarienne. Chertidiane Diagne. La salle de prière de la mosquée omarienne n'a pas fait le plein, mais les proches de l'ex-secrétaire général du Parti socialiste ont tenu à rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng. De son vivant, l'homme ne ratait aucune occasion pour marquer sa présence aux côtés de la famille omarienne. Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste. Nous avons organisé les hommages de Tanor Dieng, l'hommage à Tanor Dieng dans le mois de février. À l'époque, on ne savait pas que la Covid allait imposer à l'humanité tout entière, au monde et aux Sénégalais, cette distanciation, cette interdiction des rassemblements et des regroupements. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve là, je pense qu'il y a un peu de Thierno Saïdou Nourou encore, parce qu'ils ont même des maisons contiguës. Les maisons sont mitoyennes. Ils ont un mur mitoyen. Ce qui fait que Ousmane Tanor Dieng a longtemps bénéficié des prières de Thierno Saïdou Nourou. Et ça le suit encore jusqu'à ce jour où, partout à travers le Sénégal, à titre individuel ou en groupe, les Sénégalais, toute obédience politique, toute religion confondue, toute tariqa confondue, prient pour le repos de son âme. Lui, nos devanciers et ceux qui sont partis à l'au-delà après lui. Même s'il n'est plus de ce monde, Ousmane Tanor Dieng, de par son parcours, continue toujours d'inspirer ses anciens camarades de parti. Son idéologie sera perpétuée, précise Abdoulaye Wilane. Une idéologie, une offre programmatique, évolue selon le principe de l'adaptation et de l'adaptabilité. Ce qui veut dire que chaque époque avec ses défis et ses enjeux. Aujourd'hui donc, nous restons fidèles au parti, à son option projet sociale, mais à sa ligne tactique et stratégique. Ousmane Tanor Dieng qui nous a enseigné que chacun gagne chez lui pour que le parti triomphe partout, qui nous recommandait que chacun gagne chez lui et que Benno triomphe partout. Il est parti, mais il nous laisse en vie dans le cadre d'un cheminement qui promeut l'inclusion. Des séances de prière en l'honneur d'Ousmane Tanor Dieng sont organisées un peu partout dans le pays. Les socialistes qui ne veulent pas que l'homme tombe dans l'oubli réfléchissent à l'érection d'édifices publics ou privés qui vont porter le nom d'Ousmane Tanor Dieng. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. En Guinée-Bissau, le PAIGC ne veut pas de la médiation de la CEDEAO. Le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert et deux autres organisations ont saisi dans ce sens la représentante de l'ONU à Bissau, où nous retrouvons notre correspondant Noah Mankali. Les trois structures du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PAIGC ont fait cette demande lors d'une conférence de presse tenue ce jour au siège principal de la dite formation politique. L'UDEMU, le JAC et le Konkwatsa ont non seulement accusé le président de la République Oumar Sissoko Embalo d'être responsable de la transformation de la Guinée-Bissau en république sans loi, mais aussi de la CEDEAO d'être le principal promoteur de l'actuel processus politique dans le pays. Dans son discours, le responsable des affaires politiques et stratégiques et porte-parole de Jacques Ousmane Camara a demandé le rétablissement de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau afin que le PAIGC puisse diriger le gouvernement de la 10e législature en tant que vainqueur des dernières élections législatives du 10 mars 2019. Camara exige que le président de la République Oumar Sissoko Embalo respecte la constitution de la République et rende la gouvernance de la 10e législature au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC. Camara a averti les acteurs politiques que la Guinée-Bissau ne doit pas prendre de retard dans la concurrence avec les autres pays et à cet effet, il a donc demandé le respect de la dernière recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui insiste sur la nomination d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement conforme à la Constitution de la République et en observant les résultats électoraux des dernières élections législatives du 10 mars 2019 vaincues par le PAIGC. Nouamen Kelly-Bissau, RFM. Au Bénin, les médias en ligne suspendus. Une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'argument officiel, mettre fin à une création tous azimuts de médias en ligne sans autorisation préalable. Une décision contestée et dénoncée par le regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux au Bénin. Nous avons joint un de ses membres à Parakou, dans le nord du Bénin. François Diataou, il s'appelle, il est promoteur d'une web radio.
pense pas que la HAC puisse vous dire de façon concrète qu'elle est à même de réguler aujourd'hui les web médias. Et je crois que c'est justement dans cette logique que la HAC s'inscrit. Ce que moi je salue à sa juste valeur. Mais la manière, c'est surtout la manière que je reproche à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Sinon, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun web média ne pourra dire qu'il est en règle vis-à-vis de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En 2018, la mandature qui s'en est allée avait lancé en son temps le processus, n'est-ce pas, d'enregistrement des médias en ligne. Mais il y en a qui ont déposé des dossiers, mais il n'y a pas eu une suite à ces demandes-là. Et tous ceux-là qui ont déposé, les nouveaux promoteurs, tous cela ont suspend de façon brusque. Mais écoutez, ces web radios drainaient tout un personnel. Nous contribuons quand même au développement du pays. Et heureusement que les démarches sont en cours et que la HAC est en train de lancer déjà le processus. Je crois que chacun va se conformer très rapidement et donc ça va permettre aux uns aux autres de progresser. L'ONU appelle le Burundi à briser le cycle de la violence. Pour la commission d'enquête dirigée par notre compatriote Doudou Diène, le système de gouvernance mis en place au profit du parti CNDD-FDD est toujours présent. Des violations des droits de l'homme se sont poursuivies et il serait prématuré de parler d'une possible évolution de la situation avec les nouvelles autorités. J'ai cité le communiqué de l'ONU qui demande au gouvernement d'Evariste Ndayishimiye de collaborer davantage pour plus de transparence. Et puis le Tchad a un nouveau gouvernement. Il est composé de 35 membres, dont 9 femmes. Le ministère des Affaires étrangères confié est à Amin Abba Sidik, qui est actuel ambassadeur du Tchad en France. Une journaliste est nommée secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il s'agit de Devlin Fakir Kanasawa, qui est de la 35e promo du CECI. Ses camarades de promo Suleiman, à RFM, Georges Dethié-Diop, Macoumbe Bey et Charti Yann. Félicitations à tout ce beau monde. Merci Youssouf Bodian. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive avec Sodecham. Suite de la 36e journée de la Première Ligue, Manchester City va accueillir Bournemouth, Burnley face à Wolverhampton, Newcastle, Tottenham, Arsenal face à Liverpool de Sadio Mané. Pour cette rencontre, ce sera également l'occasion d'un duel à distance entre l'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, et celui des Reds, Mohamed Salah, respectivement 2e et 3e au classement des meilleurs buteurs de la Première Ligue derrière Jamie Vardy. La saison passée, ils avaient déjà fini comme meilleur réalisateur du championnat anglais avec Sadio Mané. Et puis hier, après la victoire de Chelsea sur Norwich, l'entraîneur de Chelsea se tourne déjà vers les 2 dernières rencontres de la saison face à Wolverhampton et Liverpool. 3e, Chelsea doit gagner au moins une des 2 rencontres pour assurer sa place sur le podium. En Italie, c'est la suite de la 33e journée. Bologne face à Naples de Kalidou Koulibaly, AS Milan Parme, Sampdoria Gênes face à Cagliari, Udinese Lazio Rome, AS Rome, Hellas Vérone, Lecce face à Fiorentina et Sassuolo qui va accueillir le leader Juventus de Turin. Actuellement en tête avec 6 points d'avance sur son dauphin provisoire, l'Atalanta Bergame, qui compte un match de plus. La Juve est en bonne voie pour remporter son 9e titre d'affilée, mais à 6 journées de la fin, l'entraîneur de la Juventus refuse de prendre ce titre pour acquis. Hier, après avoir battu Brescia 6-2, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame prépare déjà son équipe à disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. En Espagne, blessé à un mollet fin juin et absent depuis 3 semaines, Frenkie de Jong a été retenu dans le groupe barcelonais pour la réception d'Osasuna demain jeudi. Le milieu international néerlandais s'est entraîné normalement ces derniers jours et a reçu le feu vert médical pour reprendre la compétition, tout comme le Brésilien Arthur, rétabli d'une blessure à la cheville droite. Ousmane Dembélé, absent des terrains depuis le mois de février, était de retour à l'entraînement hier. L'attaquant international français a effectué une séance individuelle. Son retour à la compétition est espéré pour le mois d'août, lors du 8e de finale de la Ligue des Champions, pour lequel le club catalan, revenu de Naples avec un match nul en 8e de finale aller, espère se qualifier. Et puis nous terminons avec du basketball. La NBA a mis en place un numéro de téléphone au sein de la bulle d'Orlando afin que les joueurs et
et membres de staff présents sur place puissent dénoncer tout contrevenant aux règles sanitaires en vigueur afin d'éviter une contamination au coronavirus. Et puis James Harden des Houston Rockets, qui n'avait pas voyagé avec son équipe à Orlando, est arrivé hier dans la bulle floridienne. Nikola Jokic de Denver, lui, sort de quarantaine. Et puis le joueur des Nets, Michael Beasley, testé positif au Covid-19, a dû quitter la bulle NBA à Orlando sans garantie de pouvoir y revenir pour la reprise de la saison. RFM reportage. Notre reportage Tabaski du jour nous mène à Ziguinchor, où le principal point de vente de moutons n'est pas encore suffisamment approvisionné, même si pour l'instant, ce n'est pas encore le grand rush sur place. Les prix des moutons jugés exorbitants varient entre 150 et 300 000 francs CFA. Les acheteurs se plaignent, mais de leur côté, les vendeurs se justifient. Reportage à Ziguinchor, Lamine Ba. Ce n'est pas encore la grande affluence au principal point de vente de moutons de Ziguinchor, situé au quartier Alouar. Ici, les vendeurs attendent acheteurs et les rares clients qui se présentent à eux sont déçus par les prix exorbitants des bêtes. Fanta Ndiaye y vient pour la 3e fois. Avec ses 120 000 francs en poche, elle n'arrive toujours pas à convaincre les vendeurs. Elle étale toute son inquiétude. C'est la 3e fois que je viens au Daral, mais c'est terrible. J'arrive pas à avoir un mouton. Il me demande 150 000 francs et plus, ce que je n'ai pas naturellement. Cette mère de famille pense que la pandémie du coronavirus a joué un rôle important dans la flambée des prix des moutons. Nous sommes très inquiets et sommes convaincus que le coronavirus a joué un grand rôle dans cette situation. Les frontières sont restées longtemps fermées. On est vraiment très inquiets. L'un des vendeurs auprès de qui elle a marchandé pour la 2e fois vient de Houdalaï. Il est formel, hors de question de vendre à moins de 175 000 francs CFA. Il nous explique les raisons. Ceux-ci coûtent entre 175 et 180 000 francs CFA. C'est parce que nous dépensons beaucoup dans le transport de ces animaux. L'aliment de bétail coûte 8 000 francs CFA. Vous voyez que c'est cher, il faut en acheter plusieurs. Ousmane Ka fait partie des responsables d'éleveurs qui approvisionnent le point de vente de Ziguinchor. Pour lui, la cherté des moutons est liée à un autre aspect que les gens ne prennent pas en compte, mais qui est non négligeable dans la définition des prix. C'est le Mali et la Mauritanie qui avaient l'habitude de servir le Sénégal, mais ces 3 dernières années, la Tabaski coïncide avec le démarrage de l'hivernage. C'est compliqué pour les éleveurs de se déplacer à ce moment-là. À Ziguinchor, les dernières statistiques font état de 1000 moutons disponibles pour l'instant sur un besoin exprimé de 23 000 têtes, ce qui fait redouter une pénurie pour cette Tabaski. Mais Ousmane Ka, éleveur, rassure. Nous sommes optimistes, il y aura des moutons. Beaucoup de nos amis nous appellent pour nous dire qu'ils sont en train de s'occuper du transport pour venir le plus tôt possible. À quelques 2 semaines de la célébration de la Tabaski, l'inquiétude s'est emparée des Ziguinchorois qui dénoncent la cherté des prix des moutons. L'intervention des autorités est sollicitée dans la régulation des prix des bêtes. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. 12h34, accueillons à présent Nafissatou Silla pour Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. 13 323 530 cas confirmés dans le monde et l'épidémie de coronavirus continue de faire de nouvelles victimes avec 578 628 morts. Ce mercredi 15 juillet, c'est le Brésil qui paie un lourd tribut avec 1300 morts en seulement 24 heures et comptabilise plus de 41 000 nouvelles contaminations. Le pays déclare près de 2 millions de cas depuis le début de la pandémie, avec 74 133 décès. Les États-Unis ont, eux, enregistré ces dernières 24 heures 351 décès. Le pays compte plus de 3 355 000 cas et les décès sont à 135 325 au total. Les régions les plus touchées restent la Californie, le Texas et la Floride. Mais une lueur d'espoir est permise avec un vaccin prévu d'ici la fin de l'année 2020. En Europe, le bilan de contamination reste élevé
enregistrées en Allemagne et au Royaume-Uni. En Allemagne, c'est plus de 400 nouvelles contaminations, mais avec seulement 4 décès ces dernières 24 heures. La Grande-Bretagne, en attente d'une livraison de 60 millions de doses du vaccin contre le Covid-19, a recensé dernièrement 138 morts et 398 nouveaux cas. La Russie, elle aussi, a enregistré 138 décès. La France, qui ne donne pas de bilan quotidien, a fourni dans son dernier bilan 25 décès pour la date du 13 juillet. En Espagne, Italie et Portugal, l'on enregistre un faible taux de décès ces derniers jours, pas plus de 20 pour l'Italie hier, 6 au Portugal et 3 pour l'Espagne depuis vendredi dernier. En Chine, la situation est maîtrisée avec juste 6 nouvelles contaminations par le Covid-19, toutes importées, et enregistre 0 décès. La Chine a d'ailleurs imposé à la compagnie aérienne Air France un seul vol hebdomadaire vers son territoire. 0 décès aussi en Corée du Sud et au Japon ces dernières 24 heures, mais l'on enregistre quand même de nouvelles contaminations. En Inde, le bilan ne cesse de s'alourdir avec 29 429 contaminations supplémentaires et près de 600 nouveaux décès. Les experts estiment que le pic de l'épidémie ne sera pas atteint avant plusieurs semaines. L'Inde compte même reconfiner l'état de Bihar et ses 125 millions d'habitants à partir de demain pour 2 semaines. Ce 15 juillet, les statistiques affichent pour l'Afrique 625 562 cas et 13 763 décès, avec un lourd tribut pour l'Afrique du Sud où le nombre de nouveaux cas flambe avec 4 346 nouvelles contaminations et 174 décès ces dernières 24 heures. Pour l'heure, le pays prépare plus d'1 million de tombes pour accueillir d'éventuelles inhumations de masse. RFM, la presse du jour. La revue de presse est signée Georges Détié-Diop. Ça sent le remaniement, oui. Une nouvelle équipe gouvernementale pourrait être mise en place très prochainement. L'Observateur indique que face à la crise sanitaire qui a bouleversé l'économie sénégalaise et les scandales qui secouent le régime actuel, l'imminence d'un remaniement gouvernemental est agitée. C'est un profond lifting qui serait prévu. Selon une source de l'Observateur, Macky Sall voudrait d'une part renouveler le personnel politique de son parti et d'autre part mettre en place une équipe qui épouse les contours d'une unité nationale. Et dans ces plans, le président envisage d'ouvrir son gouvernement à d'autres forces politiques, sociales, économiques du Sénégal. Attendu donc la nouvelle équipe. Le cas échéant, elle doit faire mieux que les précédentes en termes de gouvernance. Les journaux reviennent encore sur les écarts de gestion contenus dans les rapports de l'Inspection générale d'État. L'Observateur relève des cafards au ministère de l'Éducation nationale, les dossiers d'appel d'offres vendus et l'argent détourné dans un compte secret. Entente Kadakar et UCG, un compte bancaire parallèle ouvert, 8 employés retirent 780 millions de francs CFA. C'était entre 2012 et 2015, souligne Source A. Le journal relève aussi que 3 camions de collecte d'ordures ont été loués à 250 000 francs CFA par jour, une pelle mécanique à 350 000 francs CFA par jour, des véhicules de liaison à 200 000 francs par jour. L'ex-ministre Mbagnick Ndiaye file une patate illégale de 150 millions de francs CFA et se trouve exempt de toute poursuite faute de haute cour de justice. Source A note qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, le fractionnement des dépenses sur fond de dizaines de millions est une religion. Résultat, le journal parle de foire au banditisme, mais ce qui retient le plus l'attention de Enquête, c'est le sommet de la francophonie. Selon mon confrère, l'Inspection générale d'État a montré comment l'État a enrichi Richard Attias en renonçant même parfois à des offres gratuites de services de la part de pays partenaires. Libération renchérit que Richard Attias a été indemnisé pour un marché fictif, lequel n'a jamais été approuvé selon l'IGE, qui révèle l'absence d'une facture définitive ou d'un PV de réception. Au sujet toujours du sommet de la francophonie, Enquête fait état de 11,7 milliards de francs CFA non pris en charge dans la comptabilité de la DGF. C'est au sujet de la construction du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Entre autres tractations douteuses soulignées par l'IGE et relevées par Enquête, défaut d'image fidèle, sous-évaluation de l'actif, une assiette foncière non valorisée, une exonération d'éléments d'actifs non comptabilisés. Bref, pour Enquête, Wade avait son fessman, Macky tient désormais son sommet de la francophonie. Le journal souligne par ailleurs que la société civile félicite l'IGE et attend l'État au tournant. D'ailleurs, Alioustine confie dans les Échos qu'il faut donner plus d'indépendance à l'IGE. Il rappelle que du temps de Senghor, l'IGE était un instrument de dissuasion, mais c'est devenu un instrument contre les opposants. Pour Alioustine, on a l'impression que quand on est proche du pouvoir, on peut tout se permettre. En tous les cas, Sud Quotidien remarque que la gouvernance est en berne, car de 2012 à nos jours, les questions
questions de corruption et de malgouvernance continuent de dominer les différents rapports des corps de contrôle sans que cela ne soit suivi d'effet sur le plan des poursuites judiciaires. Les rapports de l'IGE ne font pas oublier le litige foncier qui oppose des paysans de Ndengler au PDG de Sedima, Babacar Ngom. Le quotidien LAS informe qu'après la médiation non concluante du ministre Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Intérieur s'est emparé du dossier. Selon le journal, Aly Ngouille Ndiaye, à la tête d'une petite délégation composée de son collègue de l'urbanisme et du préfet de Mbour, s'est rendu hier à Ndengler et dans les villages environnants du site pour s'enquérir de la situation et désamorcer la bombe. Son collègue de l'environnement, lui, s'entretient avec le quotidien sur l'affaire des gazelles oryx transférées dans sa ferme privée, mais également sur d'autres sujets. Morceau choisi de l'interview à lire aux pages 2 et 3 du journal. On ne fait pas des steaks avec de la viande anesthésiée. J'en ai terminé sur le sujet. C'est de la politique politicienne. À la une de Vox Populi, l'impact de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire au Sénégal. La fermeture du marché de Diaoubé pendant 8 semaines a causé une perte de 5 milliards de francs CFA. C'est ce que révèle une enquête de la SICODEV, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Conséquence, le directeur de la SICODEV souligne qu'il y a de réelles menaces d'insécurité alimentaire qui peuvent engendrer un affaissement de l'économie nationale. Le rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng, c'était le 15 juillet 2019, un an aujourd'hui, et le Parti socialiste est toujours en deuil. C'est ce qu'affirment les Échos, qui a interrogé des personnes qui lui étaient proches. Abdoulaye Wilane, par exemple, confie que voilà un an qu'il est l'absent le plus présent dans la tête, dans l'esprit des socialistes. Mais quel héritage au Parti socialiste? Interrogation à la page de titre du quotidien Le Témoin. Le journal note qu'Ousmane Tanor Dieng laisse derrière lui un PS en lambeaux et à la remorque du président Macky Sall. Les sports. Pour terminer en attraction ce soir, Arsenal-Liverpool pour le compte de la 36e journée de la Première Ligue anglaise. Duel de buteurs à l'Emirates s'exclame record. Un duel de prestige entre le Gabonais Aubameyang d'une part et l'Égyptien Salah et le Sénégalais Sadio Mané d'autre part. Leur photo occupe d'ailleurs la une de Stade avec celle aussi du Guinéen Naby Keita et de l'Ivoirien Nicolas Pepe. Titre de Stade pour la circonstance, Mané, Salah, Keita contre Obama, Pepe. Choc des étoiles africaines ce soir. Et puis, ce sont 3 ballons d'or africains qui seront sur la même pelouse ce soir. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h43, bienvenue à Point de vue à l'occasion de la réouverture des frontières aériennes du Sénégal. C'est 15 juillet. Notre rubrique Point de vue porte aujourd'hui sur les conséquences sanitaires de la reprise des vols commerciaux au départ et à l'arrivée des aéroports du pays. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour docteur. Bonjour Souleymane. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec M. Falilouba, enseignant-chercheur, docteur en sciences de communication, de changement de comportement. Merci à vous également et bonjour. Bonjour M. Nia. Alors d'abord, docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, depuis 0 heure maintenant, les frontières aériennes du Sénégal sont rouvertes à certaines destinations et à certaines zones émettrices, disons, de vols commerciaux. Alors, quels sont les retours que vous avez du dispositif que vous avez mis en place? Est-ce que ce dispositif est complet? Comment il se comporte face à la reprise des activités, notamment à l'aéroport AIBD, docteur? Je suis d'ailleurs présentement au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Ah ben tant mieux. Voilà, donc je suis là avec l'ensemble des agents qui sont au niveau du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, qui étaient au départ, déjà depuis que l'aéroport est fermé, ils étaient au nombre de 19 agents, notamment médecins, infirmiers, sages-femmes et agents d'hygiène, qui étaient là pour assurer un service minimum, parce qu'il n'y avait que des vols spéciaux ou des vols, en tout cas, à vocation humanitaire qui arrivaient. Mais depuis hier, nous avons mis une vingtaine d'agents supplémentaires en renfort, en perspective de l'ouverture officielle qui est annoncée. Et effectivement, ils sont là. Aujourd'hui, tout le monde est entré en action. Ils sont là. Les premiers vols, d'ailleurs, sont arrivés ce matin, n'est-ce pas? Et également, tout se passe normalement. Le ministère des Transports aériens est également arrivé. Le ministère de la Santé est là. Je suis là avec Madame la directrice générale de la Santé, le médecin-chef de la région de Thiès, parce que l'aéroport de Dias est dans
la région de Thiès. Il y a également le médecin-chef du district de Popenguine qui est là. Donc nous sommes tous là par rapport à ça pour faire une revue du dispositif et voir comment ça marche. Les caméras thermiques, c'est ça, parce que vous avez une quarantaine d'agents, mais il y a aussi le système électronique, les caméras thermiques. Voilà, les caméras, donc le système électronique, l'ensemble des éléments, éventuellement. Donc tous les premiers passagers qui sont arrivés d'ailleurs sont arrivés parce que la circulaire du ministère de la Santé stipule qu'avant de quitter un pays tiers, il faudra disposer d'un test négatif pour embarquer. N'est-ce pas? Donc les gens sont venus, ont montré des papiers et au cas où également, si exceptionnellement une personne n'a pas pu disposer de papiers, elle sera systématiquement testée, notamment. Et puis, bon, si c'est positif, on l'isole. Si c'est négatif, la personne pourra partir, entre autres. Mais finalement, tout se passe pour l'instant très bien au niveau de l'AIBD. Justement, revenons sur les tests requis par des pays tiers. Il y a notamment le Maroc qui demande un test 48 heures avant l'embarquement. Vous nous disiez tout à l'heure que si par hasard un passager qui doit voyager n'avait pas procédé aux formalités de test, pas dans le cas du Maroc puisque c'est 48 heures, mais dans d'autres cas de pays qui demandent ces tests-là, vous êtes capable de faire le test sur place ou pas? Et quel type de test? Est-ce que c'est le PCR ou les tests de diagnostic rapide? C'est les PCR qui sont faits, mais pour exceptionnellement au niveau pour faire des tests de diagnostic rapide, mais c'est les PCR pour l'instant, parce que nous, on n'est pas tenus, par exemple, pour les personnes qui arrivent, on est obligé d'entrer dans notre dispositif de surveillance épidémiologique. C'est-à-dire que la personne qui embarque, cette personne qui embarque, elle a l'obligation d'aller faire son test avant de venir, sinon les compagnies ne doivent pas la laisser embarquer. C'est ce qui est préconisé. Exact. Donc, c'est pas au pays de lui mettre toutes les conditions. Le pays a l'obligation, c'est de donner les laboratoires habilités à effectuer ces tests. Ces laboratoires ont été identifiés, que sont Pasteur, que sont IRSF, hôpital militaire de Ouakam et Dantec. Donc la personne ayant en connaissance de cause 48 heures avant prendra toutes les dispositions et non venir à l'aéroport pour obliger les services de santé à lui faire ce test dans ces conditions. Docteur Ndiaye, je sais que vous êtes très occupé actuellement puisque vous êtes sur le terrain. Je préfère en finir avec vous avant de prendre notre deuxième invité, Falilou Ba, pour parler justement de l'information des usagers de l'aéroport sur ce protocole sanitaire. Mais avant de vous laisser partir, une dernière question sur les formalités que les passagers doivent faire, notamment en termes de remplissage de formulaires, etc. Nous avons vu qu'il y avait l'identification des passagers. C'est le point 2.2 où chaque passager doit, sur une base volontaire ou sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection des données, remplir un formulaire de localisation de passagers pour la santé publique. Ici, c'est sur une base volontaire. Il y a les anciens formulaires qu'on remplissait de toute façon quand on voyageait pour s'identifier, etc., etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la nuance? À quoi ça vous sert d'avoir ces informations-là sur les passagers quand ils voyagent, au plan sanitaire? Oui, parce qu'il y a aussi le respect le règlement sanitaire international signifie qu'on doit se protéger par rapport aux maladies à potentiel épidémique, mais on doit également, vice-versa, protéger les autres. Vous voyez? Donc, si une personne présenterait une affection donnée, etc., nous avons l'obligation de ne pas la laisser partir. Ou bien si elle partait et qu'on a pu identifier qu'elle était porteuse d'une maladie donnée, il faut qu'on puisse, au niveau du pays de destination ou bien de la ville de destination, qu'on puisse aviser par la voie appropriée qu'il y a une personne ayant quitté le pays tel jour et telle heure qui a les coordonnées suivantes et qui aurait présenté une maladie peut-être contagieuse ou à potentiel épidémique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Tout à fait, très clairement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé, et bonne continuation sur le terrain. J'introduis M. Falilou Ba, enseignant-chercheur, docteur en sciences de la communication, de changement de comportement. Docteur, je vous interpelle sur
une dimension de ce protocole sanitaire qui a été évoqué en filigrane par le docteur Ndiaye, c'est justement la complexité de toutes ces procédures et l'information des usagers, en particulier des passagers. Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde a bien compris le message qui est multiple? Comment faire pour que les gens saisissent quand même l'essentiel de l'information utile pour qu'ils puissent voyager en toute sécurité entre le Sénégal et les autres pays? Merci bien, Monseigneur. En fait, moi, ce que je dois retenir en réalité, c'est que la réouverture des frontières, qui va être effective, qui est déjà effective aujourd'hui pour les vols commerciaux, mais ça doit susciter, je pense, chez tous les Sénégalais, une source d'angoisse et d'inquiétude supplémentaire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est nous, les Sénégalais lambda, qui devrons recevoir à notre sein, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, des voyageurs entrants qui sont de potentiels porteurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu M. Ndiaye le dire, que je le salue au passage, il dit en réalité qu'il y a un texte qui est négatif, qui est effectué. Et dès l'instant que c'est négatif, le passager, le voyageur entrant, qui est potentiel porteur, parce que on sait que cette maladie-là, il y a en fait une hibernation, peut avoir une hibernation pendant 14 jours. Alors, ce qu'on le laisse partir chez lui, alors ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont laissés à nous-mêmes, avec le seul espoir que potentiellement, il pourra, lui, peut-être prendre la responsabilité qu'il faut pour se mettre en quatorzaine et que l'espoir que sa famille aussi le mettra en quatorzaine. Donc, alors, le protocole sanitaire préconise, quel que soit le statut, si le statut est négatif, au moins un confinement de 24 heures pour chaque passager qui arrive au Sénégal. Vous avez tout à fait raison d'évoquer les risques accrus avec ces nouveaux échanges, disons, humains entre le Sénégal et le reste du monde. Mais dans le même temps, on essaie d'éviter la stigmatisation. Comment faire, d'après vous, du point de vue purement communicationnel? Oui, en réalité, en fait, la stigmatisation, je pense que, comme je l'avais dit dans plusieurs autres plateaux, c'est que pour moi, le lit de la stigmatisation, c'est le petit nombre. Dès l'instant, en réalité, qu'on continue à les cacher, on continue à les mettre à l'abri, je pense qu'on pourra quand même, on ne fera qu'augmenter le sentiment de stigmatisation. Ce qu'il faudra faire, c'est que ces populations-là qui reviennent chez nous. Et dès l'instant qu'ils reviennent chez nous, et on va voir que ça va prendre en grandeur croissance d'ici quelques jours, c'est qu'il faudra quand même ne pas les cacher, mais les mettre en avant. Et puis expliquer davantage les Sénégalais que tout ce qu'on a dit jusque-là, je pense qu'il faudra le réitérer pour montrer quand même que c'est une maladie qui n'a fait pas de la honte, qu'on peut prendre en charge donc de manière responsable et que ça puisse guérir. Et dès l'instant que les Sénégalais vont venir en masse, les familles, les quartiers, les communautés, les villages, chacun verra un voyageur entrant qui viendra. Je pense que de plus en plus, donc de la stigmatisation, on passera à la banalisation. Merci. Ça veut dire qu'on verra en réalité que le Sénégalais peut venir, être pris en charge normalement et que finalement, on peut peut-être quand même dépasser le stade de la stigmatisation. Merci Fally Louba, docteur en sciences de la communication, notamment la communication de changement de comportement. Merci également au docteur Ndiaye d'avoir pris part à ce point de vue à 12h53. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir écouté. Prochain rendez-vous, 13h, le journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Allo Présidence.